Hola, muy buenos días, buenas tardes. Bonjour, bon après-midi. Depuis le siège de l'Organisation panaméricaine de la santé à Washington, bienvenue à cette séance d'information sur la pandémie causée par COVID-19 dans les Amériques. Je suis Luciana Viegas, conseillère des affaires publiques à l'OPS. Aujourd'hui, comme toutes les semaines, nous avons l'interprétation simultanée vers l'anglais, le portugais, l'espagnol et le français. Et l'option se trouve en cliquant sur le bouton interprétation. Nous avons déjà reçu beaucoup de questions par courriel. Merci beaucoup, mais vous pourrez également poser vos questions pendant la séance en cliquant sur le bouton Q et A. Rappelez-vous d'y apposer votre nom et d'indiquer votre nom et votre média dans vos questions. Aujourd'hui, le docteur Carissa Etienne, directrice de l'OPS, vous parlera de la situation du COVID-19 dans les Amériques et sur le variant Omicron, désigné comme un variant préoccupant par l'OMS la semaine dernière. Avec le docteur Etienne, lors de cette séance, sera avec le docteur Jarba Barbosa, directeur adjoint de l'OPS, le docteur Ciro Ugarte, directeur des urgences sanitaires de l'OPS, et le docteur Sylvain Aldigueri, directeur des incidents pour le COVID-19. J'invite le docteur Étienne pour qu'elle partage avec vous ses remarques initiales et nous mette à jour au sujet de la situation. Merci et bonjour. Merci de nous rejoindre à cette conférence de presse hebdomadaire. La semaine dernière, la zone Amérique a signalé plus de 753 000 nouveaux cas d'infection par la COVID-19 et plus de 13 000 décès reliés à cette maladie. En Amérique du Nord, les nombres de cas au Canada et aux États-Unis est toujours stable, mais à un niveau élevé, tandis que les infections et les décès ont chuté de plus de 20% au Mexique. En Amérique centrale, tous les pays, sauf le Panama, ont noté une réduction de leurs cas d'infection et de leurs décès la semaine dernière. En Amérique du Sud, les cas dans le cône sud sont en augmentation croissante, constante ces dernières semaines. Dans la région des Andes et au Brésil, les cas plafonnent. Dans le même temps, dans les Caraïbes, les nombres de cas est en augmentation dans les îles Caïmans et à Anguilla. Cette pandémie est dynamique et les décisions que nous prenons concernant le maintien des mesures de prévention et un plus grand accès aux vaccins va influencer la progression de ce virus et sa dissémination. Je voudrais parler du nouveau variant Omicron qui a été désigné comme variant préoccupant par l'OMS il y a quelques jours. Il y a encore beaucoup de choses que nous ne connaissons pas. Il n'est pas encore clair si Omicron est plus transmissible que d'autres variants ou s'il provoque des formes plus sévères de cette maladie. Mais les chercheurs du monde entier sont en train de réaliser des tests pour mieux comprendre comment ce variant fonctionne afin de disposer de plus de preuves scientifiques qui étayeront nos décisions. Le week-end dernier, l'OPS a été en réunion avec les ministères de la Santé des pays de la région pour partager des détails sur cette nouveau variant et nous continuerons à partager des mises à jour et des orientations dès que possible. Ce virus doit encore être isolé et doit subir des essais de neutralisation, ce qui va prendre encore du temps jusqu'à ce que ces tests de laboratoire soient terminés. Nous n'aurons pas assez de preuves pour déterminer son degré de transmissibilité ou de sévérité ou afin d'évaluer l'efficacité des vaccins contre la COVID-19 qui existent contre donc ce nouveau variant Omicron. L'OPS continue à suivre les autres variants de la région et pour l'instant, c'est le Delta qui reste le prédominant sur le continent américain. Le Canada et le Brésil sont les seuls pays de notre région où ce variant Omicron a été détecté, mais il est probable que d'autres pays vont commencer à
enregistrer des cas et de voir et ce variant sera en circulation dans d'autres pays très prochainement. C'est la raison pour laquelle nos pays devraient redoubler leurs efforts de surveillance, partager le séquencement avec le réseau de surveillance génomique des Amériques et signaler tout cas d'Omicron à l'OMS. La vitesse et la transparence sont encore plus importants en ce moment. Mais plus encore, nous exhortons les gens à ne pas prendre peur. Aujourd'hui, ce qui est plus important, ce que les gens peuvent faire pour se protéger est de se faire vacciner, de réduire le risque d'exposition à ce virus. Et ceci peut être atteint en portant un masque, en respectant la distanciation sociale avec les autres, en se lavant fréquemment les mains et en évitant les endroits très fréquentés, surtout en intérieur. Ces mesures sont efficaces contre tous les variants, y compris le Omicron. Nos pays devraient maintenir leurs mesures barrières pour limiter la transmission de ce virus et devraient les ajuster en fonction des risques de transmission locaux au cas par cas. Comme je l'ai déjà dit, l'inégalité face au vaccin prolonge la crise de la COVID et c'est la raison, et c'est exactement ce que nous observons avec l'arrivée de ce nouveau variant. Plus la COVID-19 circule, plus ce virus a de chances de muter et de changer. C'est la raison pour laquelle il est crucial que nous étendions la vaccination à toutes les populations. Jusqu'à présent, seulement 54% des populations en Amérique latine et aux Caraïbes ont suivi un chemin vaccinal complet contre la COVID-19. Par conséquent, notre région est toujours très vulnérable. Mais la COVID n'est pas la première maladie infectieuse qui a secoué le monde. Cela fait plus de 40 ans que des scientifiques, les pays et les communautés doivent affronter l'épidémie de VIH. Aujourd'hui, nous fêtons la journée mondiale contre le VIH et l'OPS rend hommage à ceux qui ont perdu leur vie à cause de cette maladie et à ceux qui ont lutté toutes ces années pour trouver des protections contre ce VIH. En Amérique latine et dans les Caraïbes, 2,4 millions personnes sont porteurs du VIH et seulement 80% savent qu'ils sont séropositifs. Avec un traitement antirétroviral convenable, les gens qui sont séropositifs peuvent contrebalancer les effets de leur maladie et ne pas infecter les tiers, mais cela implique qu'il faut avoir un accès continu aux médicaments. Même avant cette pandémie, seulement 65% des gens qui étaient séropositifs dans notre région bénéficiaient de cette trithérapie. Et malheureusement, avec la progression de cette pandémie, de plus en plus de pays ont signalé des perturbations dans les services de thérapie ARV. Cependant, les pays de notre région, y compris les ministères de la Santé, les organisations de la société civile et des agences de coopération internationale, collaborent pour préserver la fourniture de médicaments antirétroviraux pour les séropositifs et pour la prévention du VIH. Ils ont lancé des méthodes innovatrices pour obtenir des médicaments et les acheminer à ceux qui en ont besoin, pour pouvoir, par exemple, garantir une fourniture sur plusieurs mois, en organisant des prêts entre pays et en activant des procédures spéciales d'acquisition. Même si notre région est en retard pour les objectifs à l'horizon 2030 pour réduire les infections VIH et éliminer les décès liés à ce virus, nous avons fait des progrès significatifs. Nous avons des médicaments qui fonctionnent pour contrôler le VIH et interrompre la transmission, et nous disposons de vaccins contre la COVID-19 qui se sont révélés sûrs et efficaces pour les séropositifs. Maintenant, nous devons garantir un accès cohérent et équitable à ces outils puissants. Mais cet accès, on ne peut l'étendre que si nous arrivons à combattre les stigmatisations et la discrimination qui touchent trop de gens, ceux qui ont des hommes qui ont des relations sexuelles avec d'autres hommes, les femmes transgenres et les travailleurs et travailleuses du sexe dans notre région.
la raison pour laquelle nos réponses pour éliminer le sida doivent prendre en compte la diversité sexuelle, culturelle, l'égalité des genres et les droits de l'homme pour une participation active des communautés qui sont les plus touchées. Cette semaine marque également les 119 ans depuis la première réunion entre les représentants de pays des Amériques à Washington pour la première convention sanitaire internationale des républiques américaines qui a marqué la fondation de l'OPS. Depuis 119 ans, l'OPS travaille étroitement avec des pays de la zone Amérique pour créer de la connaissance, orienter les initiatives de santé publique et soutenir cet objectif de la santé pour tous. Cette commémoration nous rappelle l'importance de la solidarité et de la collaboration pour protéger la santé et le bien-être dans notre région, surtout en cas d'urgence sanitaire. Nous avons fait beaucoup de progrès dans le traitement du VIH-Sida et nous avons développé des vaccins efficaces qui protègent les gens contre la COVID-19 en un temps très réduit. Maintenant, il nous faut continuer à collaborer pour finir le travail et tenir la promesse de créer des outils qui sauvent des vies pour que tous les gens de notre région puissent avoir accès aux services et vivre les vies productives de santé qu'ils méritent. Nous avons reçu beaucoup de questions sur le variant Omicron, comme on pouvait s'y attendre. Qu'est-ce que l'OPS fait pour suivre Omicron et tous ces variants dans les Amériques? Bon, merci pour cette question. Comme je viens de le mentionner, nous avons informé les ministères de la Santé ce week-end dernier des informations dont nous disposons sur ce variant Omicron qui a été signalé en Afrique du Sud le 24 novembre pour la première fois. Et nous leur avons demandé d'accélérer leurs efforts de vaccination et de continuer à maintenir les mesures barrières. Aujourd'hui, c'est le variant Delta qui est toujours le plus prévalent dans notre région et en fait, peu importe le variant, il nous faut exhorter les gens à continuer à porter leur masque, à respecter la distanciation sociale et d'éviter les rassemblements, surtout dans des endroits en intérieur, et de continuer à se laver les mains. Avec le vaccin, ces mesures barrières restent les plus efficaces pour réduire la dissémination du SARS-CoV-2, réduire les hospitalisations qui y sont liées et pour sauver des vies. Nos orientations aux autorités de santé vont dans le sens d'un partage des efforts de surveillance génomique et du séquencement du génome et d'échantillons avec notre réseau de surveillance génomique régional dans les Amériques. Ce réseau régional a déjà réalisé plus de 175 000 séquencements du virus dans 26 laboratoires dans les États membres de l'EPS en Amérique latine et aux Caraïbes. C'est un gros chiffre. Et en plus de la surveillance, nous travaillons également avec les laboratoires pour essayer de mettre en place une méthode de traçage pour une détection précoce de l'entrée de l'Omicron, même dans des pays où le séquencement n'est pas encore établi. Donc, nous avons demandé aux pays à continuer à signaler des cas ou des foyers d'infection, y compris tout cas qui pourrait être lié avec le variant Omicron, en passant par les règlements de santé internationale, IHR en anglais. Mais il y a encore beaucoup à apprendre sur ce variant préoccupant Omicron. Nous ne savons pas s'il est plus transmissible que les autres. Nous ne savons pas s'il va provoquer des infections plus sévères et comment les vaccins ou les diagnostics vont fonctionner contre lui. Quels traitements seront efficaces ou quelles sont ses caractéristiques cliniques. Mais nous savons quand même qu'il nous faut continuer à faire tout ce qui est en notre pouvoir pour réduire les impacts lourds que la pandémie de la COVID-19 continue à infliger à nos économies et à nos sociétés et à nos populations. Surtout maintenant, alors que nous approchons des fêtes de fin d'année, il est encore plus important que jamais de rester prudent, de réduire la possibilité d'être exposé à la COVID-19 et de protéger nous-mêmes et nos proches. Nous pouvons y arriver en nous faisant vacciner
quand on est éligible et en respectant les mesures qui ont fait leur preuve, la distanciation sociale, se laver les mains, porter un masque dans les espaces fermés, éviter les endroits trop fréquentés et bien sûr garantissant de la ventilation à l'intérieur. Donc, au cours de ces 20-22 mois, il faut faire les deux, se faire vacciner, mais également respecter les mesures de santé publique, même pour les gens qui ont, ont déjà été vaccinés. Merci beaucoup, docteur Carissa Etienne. Seguimos con el tema de la variante Sur Omicron. la question du variant Omicron, nous commençons par une question générale en espagnol. Par exemple, dans la prensa Panama, que pouvons-nous attendre de ce variant? Quelles sont les informations officielles à ce jour sur le variant Omicron en termes de létalité, de transmissibilité, de résistance au vaccin? Docteur Aldigueri, s'il vous plaît. Merci d'organiser ces questions. Je pense que le docteur Etienne a partagé avec vous beaucoup d'informations. Donc, ce que je vais souligner et partager plus d'informations au sujet de points en particulier. Il est trop tôt pour dire quel sera l'impact du variant Omicron en termes de transmissibilité et d'échappement à la réponse d'immunité. Ce variant présente certaines caractéristiques communes à d'autres variants préoccupants tels que alpha, gamma et delta. Les informations que nous avons ne sont pas suffisantes pour dire quelle sera sa conduite, son comportement dans le cas où la circulation communautaire s'établirait. C'est pour cela qu'actuellement, plusieurs laboratoires de référence à un niveau mondial sont en train de faire des essais dans les laboratoires pour pouvoir obtenir des informations au sujet de sa capacité de transmissibilité et quelle est la sensibilité à la réponse immune. Et pour ceci, comme nous l'a dit, y compris des études d'implication et également de réplication sur des modèles animaux. D'un autre côté, il est important de rappeler qu'aucun vaccin n'est 100% efficace. Et jusqu'à présent, toutes celles qui ont été autorisées par l'OMS ont été efficaces pour protéger contre tous les variants qui circulent, en diminuant d'une manière dramatique et très importante le risque d'hospitalisation et de décès. Ainsi, mais malgré tout cela, nous n'avons pas d'évidence pour réfléchir à la performance de ces vaccins pour protéger contre le variant Omicron. Je vais vous donner plus de détails sur d'autres aspects que nous avons déjà, que le docteur Etienne a déjà mentionné. À partir de la désignation de Omicron comme un variant préoccupant vendredi dernier, on a travaillé inlassablement pour que les pays puissent intensifier leur surveillance génomique. Jusqu'à maintenant, grâce à ces processus de surveillance, Omicron a été détecté dans 23 pays à niveau mondial, y compris 2 pays dans des pays des Amériques. Ceci a été détecté chez des voyageurs, ces 2 voyageurs. Donc, il est important de rappeler que l'augmentation des cas ou des poussées correspondent à des processus multifactoriels. L'apparition de nouveaux variants est un facteur de plus et il n'est pas le facteur le plus important nécessairement. Comme nous l'avons dit à plusieurs occasions, toutes les mesures de contrôle en santé publique mises en place, telles que l'utilisation de masques, la distanciation physique et sociale et les recommandations continuent et la vaccination complète continue à être les manières les plus efficaces pour éviter l'infection par les virus et doivent être conservées. Merci.
Merci, docteur Aldigueri. Nous continuons avec des questions plus spécifiques pour les Amériques, comme par exemple Melina Ochoa nous demande dans quel pays d'Amérique le nouveau variant Omicron a été détecté. Est-ce que ce variant va accélérer les reprises dans les Amériques? Je crois que j'ai répondu à cette question dans la question précédente. Comme l'a dit le docteur Étienne, le variant Omicron a été détecté au Canada et au Brésil et avec peu de cas, des cas qui ont été importés et qui ont été notifiés, signalés rapidement à travers le canal du règlement sanitaire international. Néanmoins, je dis que nous avons plusieurs facteurs pour l'augmentation des tendances et l'introduction des variants est un des facteurs, mais ce n'est pas le seul facteur en ce moment. Merci. Merci. Je passe à une question suivante. Alejandro Milan de Valencia, BBC Monde et d'autres journalistes qui demandent quelles sont les premières mesures et recommandations à prendre contre le variant Omicron et de Deutsche Welle qui demande comment l'Amérique latine se prépare à l'arrivée du nouveau variant Omicron et y aura-t-il une réponse commune? Docteur Ugarte, s'il vous plaît. Merci pour ces questions qui sont très importantes. Nous l'avons dit plusieurs fois, mais il est nécessaire de le répéter. Un des éléments les plus importants pour contrôler une pandémie, et en particulier le COVID-19, c'est d'avoir des informations adéquates, opportunes et fiables. Ceci signifie que les pays sont en train d'augmenter et doivent augmenter davantage une surveillance épidémiologique et génomique pour qu'ils puissent détecter à temps les virus qui circulent dans les pays. Lorsque on va chercher quelque chose, on trouve quelque chose là où on va chercher. Et donc, si on ne cherche pas d'une manière adéquate, il est probable que la détection tarde. Et ainsi, c'est le travail qu'a mentionné la directrice et Sylvain, le réseau régional de surveillance génomique est très important et en même temps de la détection, il est nécessaire d'avoir des informations de rapport aux porteurs. L'exemple qui s'est passé avec l'Afrique du Sud et d'autres pays qui ont signalé d'autres variants semblerait être une réponse de sanctions contre les pays qui ont signalé les cas. Et dans ce sens, il est très important de reconnaître que les pays qui détectent et signalent opportunément nous protègent à tous. Et c'est un appel spécial que je fais aux pays de notre région pour continuer à chercher et à signaler à temps et ceux qui évitent de signaler, par exemple, ou qui évitent des voyages vers les pays qui signalent, au lieu de faire cela, il faut au contraire soutenir ces pays parce qu'ainsi, nous serons protégés tous. Donc, c'est un élément fondamental qui doit être non seulement élargi et appliqué dans tous les pays, mais chez tous les patients. Si un patient a des symptômes, il doit le signaler. S'il a été détecté avec le COVID, il doit le reporter et le signaler. Mettre en œuvre la vaccination est un autre élément fondamental parce que la vaccination protège des cas graves et des décès et d'une manière significative. L'utilisation de masques continue à être un autre élément fondamental, mais seulement si on l'utilise d'une manière adéquate et permanente lorsqu'on se trouve dans des lieux publics ou proches d'autres personnes qui pourraient être contagiées ou alors porter la maladie. Éviter des espaces qui aient peu de ventilation. Lorsqu'il y a davantage de personnes, éviter des espaces
c'est un autre des espaces qui soit plein de gens aussi est à éviter. Par conséquent, ces aspects sont les aspects qui sont les mesures à prendre depuis le début qui ont été appliquées pour les variants précédents et qui continuent à être efficaces pour les autres variants. Concernant la réponse régionale, il est important de reconnaître que la région des Amériques a un des systèmes les plus importants de surveillance génomique, un réseau de surveillance génomique qui répond aux principes de l'organisation pour partager des informations à temps, d'entraîner et de former son personnel et de pouvoir échanger des informations sur les rapports. Tous les pays qui le font, ce sont des pays qui contribuent à la sécurité de notre région. En même temps, les pays qui préparent leurs services de santé pour une possible augmentation de cas, et je veux dire que cette augmentation de cas qui peuvent avoir lieu dans plusieurs pays ont lieu à cause du variant Delta. Donc, cela s'applique au variant Omicron et au variant Delta et à n'importe quel autre variant. Par conséquent, cet échange de vaccins entre les pays, de soutien technique est fondamental dans la région. Le docteur Etienne a mentionné et a abordé qu'elle a envoyé une note aux pays et également les pays. Ceci sera un sujet pour la réunion des ministres la semaine prochaine. Cette question sera un point de discussion pour pouvoir contribuer davantage à une réponse commune dans les Amériques. Merci. Merci, docteur Ugarte. Nous avons une question sur les vaccins. Yerson Koyave du El Comercio Pérou nous demande l'information sur les vaccins à virus inactivés tels que Sinopharm et leur efficacité face aux nouveaux variants est limitée. L'OPS a-t-elle une mise à jour à ce sujet? Et la deuxième question, la faible couverture dans certains pays de la région et pourrait-elle créer un scénario propice à l'émergence d'un nouveau variant en Amérique latine présentant les caractéristiques d'Omicron? Merci pour cette question, Dr Barbosa. La première question, Gerson. Nous sommes encore en train de revoir et de réviser les informations. Et il y a des groupes de collaborateurs à l'OMS, d'épidémiologues, etc. Nous n'avons aucune évidence que tous les vaccins que nous avons aujourd'hui ne soient pas efficaces pour le variant préoccupant Omicron. La recommandation est de continuer à vacciner parce que d'autant plus de personnes que nous aurons vaccinées et si nous augmentons la couverture vaccinale, les personnes seront plus protégées contre les 5 variants préoccupants que nous avons jusqu'alors. Il y a plusieurs de rumeurs qui disent que certains vaccins fonctionnent que d'autres. Il s'agit de rumeurs jusqu'à présent. Il y a des études qui sont en train d'être menées. Dans 2 ou 3 semaines, nous aurons des informations plus précises au sujet de la capacité de neutraliser le nouveau variant avec des anticorps qui seront gérés par ce que nous avons disponible avec l'autorisation de l'OMS. Jusqu'à ce que nous n'ayons pas plus d'informations, nous allons continuer à vacciner. La deuxième question, oui, la couverture est toujours un risque. L'OPS a toujours souligné que si nous n'atteignons pas une équité majeure concernant l'accès aux vaccins, c'est un risque que le monde entier court. Ça ne sert à rien qu'un pays applique 3, 4 doses de vaccins si les pays les plus pauvres ne réussissent pas à administrer au moins une dose de vaccin. Et donc, tant qu'il y aura ces inégalités, cela va se passer. En Amérique latine, nous avons eu la détection du variant gamma qui a été détecté à Manaus. Et ça peut se passer n'importe où, en Europe, en Amérique, en Afrique. Et la meilleure garantie que nous avons, c'est de continuer à vacciner. Merci.
Merci, docteur Barbosa. Nous avons une question maintenant sur les mesures de contrôle. Je vais le lire en portugais de Ciro Pimentel de Bahia qui nous demande sur des informations au sujet du contrôle et quelle est la position de OPS en ce qui concerne la fermeture des frontières et des aéroports. Docteur Aldigueri, je vais répondre en espagnol. Depuis 2020, l'OPS et l'OMS ont promu une démarche qui se basait sur les risques pour adopter des mesures qui concernaient les voyages internationaux. Ceci faisait partie d'une réponse holistique contre la pandémie COVID-19. Le guide de l'OMS quant aux voyages internationaux a été mis à jour hier. Mais ce qui est important, c'est que les facteurs qui font prendre les décisions et le paquet de réponses incluent des facteurs clés. Tout d'abord, la situation épidémiologique du propre pays. Deuxièmement, la capacité de réponse du pays concernant la vaccination, la mise en œuvre de santé publique et la disponibilité des services de santé. Et ceci comprend également la précision des informations disponibles, la précision disponible au sujet de ce qui est en train de se passer dans d'autres pays du monde. Il est très important de tenir en compte les caractéristiques et la dynamique de la progression du virus SARS-CoV-2, y compris les variants préoccupants. À l'heure actuelle, les caractéristiques et la dynamique du variant Omicron qui vient d'être détecté est encore entourée d'incertitudes et de choses inconnues. Par conséquent, en bénéficiant de l'alerte et l'information qui a été signalée sous le contrôle sanitaire international justifie que des pays aient pris des mesures concernant les voyages internationaux, des mesures qui ont été encouragées par des mesures de précaution. Dans la mesure qu'on aura plus d'informations sur les caractéristiques de la maladie causée par le variant Omicron, les pays continueront à ce moment-là à ajuster les mesures concernant les voyages internationaux. J'espère avoir répondu à la question qui nous venait du Brésil. Merci, docteur Aldigueri. Nous passons maintenant à la question sur les mandats de vaccination COVID. Est-ce que l'OPS croit que le vaccin contre le COVID doit être obligatoire? Et la deuxième question, l'OMS a dit que les bas niveaux de vaccination et les tests provoquent un niveau toxique. Comment vous voyez la situation en Amérique latine dans ce contexte? Docteur Barbosa, merci pour ces questions. Je crois que la question adéquate, ce n'est pas si la vaccination doit être obligatoire ou pas, mais la question correcte serait comment faire pour que les personnes puissent se vacciner. En Amérique latine, il n'y a pas de mouvement anti-vax. La réponse de la population dans les pays d'Amérique latine lorsqu'ils ont accès au vaccin est excellente. Il y a beaucoup de pays d'Amérique latine qui ont plus de personnes vaccinées que les États-Unis, par exemple. Si nous observons les données par tranche d'âge, beaucoup de pays d'Amérique latine, les premiers groupes qui ont commencé à se vacciner, ceux de plus de 60 ans, ont environ 90-95% de couverture vaccinale. Donc, je pense que la question est d'identifier quels sont les groupes qui sont en arrière, que doivons-nous faire pour pouvoir vacciner les populations les plus vulnérables et comment éclaircir à tous les groupes le besoin qu'ils ont à compléter la vaccination. Parce que beaucoup de gens pensent qu'avec une seule dose, ils sont déjà protégés. Ce n'est pas vrai. Seulement le vaccin Janssen
est à une dose. Tous les autres vaccins sont à 2 doses parce qu'il y a d'ailleurs une recommandation pour que les personnes âgées, s'ils prennent le vaccin de Sinopharm ou Sinovac, ils doivent prendre une 3e dose, ainsi que tous les gens pour tous les vaccins qui ont des systèmes dans leur système immunitaire. La question, c'est de voir dans tous les pays parce que les réalités sont différentes. Qu'est-ce que chaque pays doit faire pour mobiliser davantage sa population, pour garantir que ces avancées importantes que nous avons maintenant en Amérique latine puissent continuer d'une manière durable pour pouvoir atteindre la couverture vaccinale la plus élevée possible. Au sujet de la 2e question, oui, c'est vrai, l'OPS depuis le début recommande comme une partie de la réponse de donner accès aux outils que nous avons. Les tests sont quelque chose de très important pour pouvoir suivre la transmission communautaire dans tous les pays, pour que l'on puisse adopter des mesures le plus tôt possible, parce que quelqu'un sans le test, lorsque son test est positif, pour qu'elle puisse immédiatement s'isoler, ne pas infecter ses contacts les plus proches et faire également un suivi de contact. Donc, élargir l'accès aux tests est très important, comme le directeur général de l'OMS l'a dit au sujet des vaccins. Nous en avons déjà parlé. Des populations sans l'accès aux vaccins et d'une certaine manière faire en sorte que puissent surgir d'autres variants comme l'OMS et l'OPS l'ont déjà souligné cette question et toujours il pourra y avoir de nouveaux variants qui peuvent surgir. C'est un processus que nous ne pouvons pas prévenir ou dire quand est-ce que de nouveaux variants vont surgir, mais nous savons que si nous augmentons la vaccination et en outre nous conservons des mesures de protection avec l'utilisation de masques, le port de masques, la distanciation physique, éviter des agglomérations et d'autres mesures, nous pourrons atteindre le contrôle de la transmission, qui est la meilleure manière de ne pas avoir d'autres variants de préoccupants. Nous passons à 2 questions, une qui nous vient du Guatemala, qui nous demande, Daniel Collin de TN23 du Guatemala. Quelles mesures le Guatemala et le reste de l'Amérique centrale doivent-ils prendre face à la menace du nouveau variant, en tenant compte du fait que les contaminations dans la région ont diminué, ce qui a amené les citoyens à un relâchement? Et la 2e question, il est né Hartmann de El Clarín d'Argentine. J'aimerais savoir si vous avez des précisions sur les effets que pourrait avoir Omicron dans un pays comme l'Argentine, qui n'a pas connu pour l'instant une augmentation incontrôlée du nombre d'infections par le variant Delta, comme on le prédisait, et où des mesures sociales contre le Covid ne sont plus prises. Docteur Aldigueri, peut-être vous pouvez répondre. Oui, je vais joindre ces questions avec certaines de mes réponses précédentes, y compris les questions des voyages. Et la question qui nous vient du Guatemala. N'importe quelle mesure de diminution pour les voyages doit faire partie d'une réponse nationale dans le contexte de surgissement des variants ont publié le 26 novembre par l'OMS et mise à jour le 28 novembre l'information qui a été donnée à un temps réel et avec les ministères de santé de la région, comme l'a dit le docteur Etienne. Ceci dit qu'il faut renforcer la surveillance, non seulement chez les voyageurs, mais sur la communauté, ne pas se concentrer uniquement sur les voyageurs, mais avoir une vision précise de ce qui est en train de se passer dans le pays. Partager le séquençage génomique sur des publications actuelles et récentes, signaler les conglomérats et les cas
à travers le canal de règlement sanitaire international. Là où il y a, conformément avec la communauté, mener des études de terrain dans les laboratoires pour améliorer notre reconnaissance de variants en fonction de la dynamique de transmission, de la gravité de la maladie, les méthodes de diagnostic et la réponse immunitaire également. Maintenant, pour répondre à la deuxième question, comment ce qui a été exposé, comme je l'ai dit auparavant, les pays devront continuer à calibrer les mesures de santé publique et sociale, et ceci va dépendre de la dynamique de la situation à un niveau sous-national. C'est très important et nous l'avons dit, les mesures de santé publique doivent être gérées également par le niveau sous-national, à un niveau national également et à un niveau régional. Et concernant davantage la question qui nous vient d'Argentine, bien que le principe de calibrage s'applique à plusieurs contextes épidémiologiques, l'OMS continue à recommander l'utilisation de masques dans des environnements fermés, peu importe quel que soit le statut de la personne, s'il est vacciné ou pas. Merci, Dr. Alguigué. Nous passons maintenant à des questions sur la vaccination. Jairo Chacon de Voz de Américas et Elisa Martin de O Globo en Brésil demandent comment va l'évolution de la vaccination contre le COVID-19 dans les pays de la région des Amériques. Peut-être, Dr. Barbosa, vous pouvez mettre à jour sur ça. Oui, merci. La vaccination avance dans la région avec tous les efforts qui ont été faits pour obtenir davantage de vaccins grâce au mécanisme COVAX. Et il est important de reconnaître que ces 2 derniers mois, pour augmenter les dons de vaccins, nous avons fait des efforts qui nous sont venus des États-Unis, du Japon, de France et de beaucoup d'autres pays. Nous avons eu une augmentation de vaccins bien importante. Mais lorsque nous observons les données aujourd'hui, avec l'objectif établi par l'OMS d'arriver à la fin janvier avec au moins 40% de la population vaccinée, nous avons déjà 20 pays dans les Amériques qui ont plus de 40% de leur population vaccinée. Mais nous avons encore 15 pays qui sont en dessous de ces 40%. Nous avons dans la région 4 pays qui ont plus de 70% de la population vaccinée, mais nous avons encore 2 pays dans la région qui n'ont pas atteint les 20%. Et les 20% sont les groupes les plus vulnérables, c'est-à-dire ça avance, mais il y a encore une situation de beaucoup d'inégalité et d'inéquité concernant l'accès au vaccin et il est nécessaire de continuer à faire cette advocacy d'une manière très importante pour que tous les pays puissent avoir accès au vaccin et puissent compléter la vaccination de leur population de la manière la plus efficace, conjointement avec les autorités de santé publique pour répondre à tous les variants du virus, parce que cela peut protéger les personnes, sauver des vies et éviter une transmission communautaire importante de la communauté. Merci, Dr. Barbosa. Nous avons une question des Caraïbes. Une question des Caraïbes, des Bahamas et de Rachel Scott. Est-ce que Bahamas ne va pas remplir son objectif de 40% de vaccination de sa population? Quelles recommandations vous avez pour les pays qui ont des difficultés à atteindre cet objectif? Et est-ce que la résistance au vaccin est un problème dans ces régions, dans ces pays? Dr. Barbosa, merci pour cette question. Je crois qu'il est important de reconnaître ça. Dans les Caraïbes, la situation est différente par rapport à l'Amérique latine. D'abord, nous avions, pour les services, même chez les professionnels de santé, il y avait des problèmes. Il y a une certaine résistance au vaccin. Dans certains pays des Caraïbes,
Et c'est mauvais parce que même quand les vaccins sont disponibles, les communautés, les gens ne veulent pas se faire vacciner. Donc, l'OPS travaille avec tous les ministres de la Santé des Caraïbes pour établir une communication stratégie pour essayer pour parler à ces professionnels de santé, à ces communautés, afin de transmettre de façon directe une information précise et transparente pour montrer que un, un vaccin doit être qu'il faut un vaccin pour être appliqué doit recevoir l'autorisation d'utilisation d'urgence de l'OMS et donc est d'une très haute qualité et qu'il est sûr et qu'il a reçu toutes les certifications possibles. Donc, nous travaillons avec les populations caribéennes pour transmettre cette information et pour mobiliser la population afin qu'elle se fasse vacciner. Pour les Bahamas, le mécanisme COVAX va aider pour atteindre, pour l'instant, 20% de la population. Les Bahamas ont déjà reçu 158 000 doses qui correspondent à 10%. Et maintenant, on a recours à des fonds, à des dons du Canada, de la Colombie, et on a recours également aux ressources nationales. Nous avons acheté au nom des Bahamas, en utilisant l'alternative proposée par l'EPS d'un achat direct à travers du fonds renouvelable, 96 000 doses supplémentaires. Et il y en a 48 000 vont arriver en décembre probablement et 48 000 dans les premières semaines de 2022. Donc les Bahamas vont probablement, nous l'espérons en tout cas, que nous atteindrons ces 40%. Et avec cette combinaison, avec un accès plus facile au vaccin et également en expliquant mieux et en renforçant notre stratégie de communication pour inviter les gens à se faire vacciner afin de sauver leur vie et de réduire la transmission dans ce pays. Merci. Algunas preguntas de seguimiento sobre el tiempo que des questions sur le suivi et quel serait le temps que prendrait les trucs Salomon d'Associated Press. Combien de temps tarderaient les études pour déterminer si le nouveau variant préoccupant est plus contagieux et peut causer plus de sévérité dans la maladie? Docteur Aldigheri, merci de cette question. Nous comprenons quel est l'intérêt des journalistes pour cette question. J'aimerais rappeler la ligne du temps de ce qui vient de s'appeler. Le 24 novembre, les autorités sanitaires d'Afrique du Sud ont détecté ce variant et ça a été mondialement signalé le 26 novembre et nous ne sommes qu'à quelques jours. Par conséquent, j'aimerais également souligner la complexité de certaines études complémentaires telles que la neutralisation, parce que isoler le virus, cultiver le virus et l'exposer à des sérums de patients convalescents ou vaccinés. C'est une des techniques que nous sommes en train d'utiliser. Ceci demande d'1 à 2 semaines normalement pour pouvoir obtenir les premiers résultats. Et bien évidemment, les pays qui ont détecté plus de cas et plus de conglomérats étudiés, plus de virus peuvent avancer les choses plus rapidement. Mais je voudrais dire que ce qui est le plus important, c'est la collaboration internationale et c'est ce qui est en train de se passer avec le leadership du groupe conseiller technique au sujet de ce virus. J'espère avoir répondu à ces questions et ces inquiétations. Merci, Dr. Aldigheri. Nous avons maintenant une question en portugais sur les vaccins, sur le fonds renouvelable. Peut-être le docteur Barbosa peut répondre en portugais. Gabriel Custodio de Fortaleza demande quels sont les principaux défis à relever dans la région des Amériques pour promouvoir l'équité d'accès aux vaccins. Et la deuxième question, si l'expérience atteinte
L'expérience acquise au fil des ans avec le fonds renouvelable a-t-elle été bénéfique dans le contexte de COVID-19 pour la promotion de l'équité vaccinale? Et est-ce qu'il y a une différence entre la campagne actuelle de vaccination contre le COVID-19 et celle des autres vaccins avec lesquels le fonds renouvelable a déjà travaillé? Merci beaucoup. Je vais Merci répondre pour en cette question. Je vais portugais. répondre en portugais. Cette question est très importante. Le Fonds renouvelable de l'OPS est un fonds qui existe depuis 42 ans. C'est grâce à ce fonds que la région des d'Amérique latine et des Caraïbes ont été pionniers pour mettre en place plusieurs vaccins comme contre le virus HPV, enfin plusieurs vaccins. Notre région a été la première région à mettre en place parce qu'avec l'achat régional fait à travers le fonds renouvelable, on obtient des prix plus raisonnables. Mais ce que nous offrons en termes de vaccination, c'est une coopération technique élargie avec tous les pays dans le domaine de la vaccination qui va depuis la révision des plans, la révision des techniques, etc. Tout un ensemble d'activités qui favorisent ou qui peuvent favoriser la vaccination. Dans le cas du vaccin contre le COVID, nous avons déjà parlé des inégalités et la plus grande contrainte que nous avons, c'est que les fabricants des vaccins rendent prioritaire la remise et la livraison des vaccins, les pays qui ont acheté ou avec lesquels ils ont réalisé des ventes directes parce qu'ils gagnent plus d'argent. Le fonds renouvelable maintenant est en train de faire des transactions directes avec des vaccins ARN messagers. Nous sommes en train d'atteindre maintenant un prix de 5 $ par dose, moins cher que les accords bilatéraux qui ont été signés avec des pays d'Amérique latine. Par conséquent, il est très important que les pays d'Amérique latine que des Amériques puissent avoir des accords avec le fonds renouvelable pour que nous puissions atteindre de meilleurs prix pour bénéficier de toute la région. C'est pour ça que le fonds renouvelable et le mécanisme d'achat à travers le mécanisme COVAX, nous avons des possibilités d'achat direct pour les pays qui souhaitent avoir une couverture vaccinale plus importante. Les achats faits par le mécanisme COVAX et également les achats bilatéraux. Merci beaucoup. Merci, Dr Barbosa. Encore une question de plus sur le vaccin pour aujourd'hui. C'est une question de la part de Meredith Wadman de la revue Science qui demande si le vaccin protéinique Novavax, qui est en train d'essayer d'obtenir l'autorisation en Europe, qui devrait arriver rapidement, et est-ce qu'elle sera approuvée pour les pays de l'OPS? Pourquoi pas? Et est-ce qu'il pourrait jouer un rôle important pour nos pays? Oui, je vais être très succinct. La décision d'autoriser un vaccin dans un pays est prise par chaque représentant des autorités sanitaires nationales. Donc, ce n'est pas le rôle de l'OPS d'autoriser un vaccin en Colombie, au Mexique, en Argentine, au Brésil. Chaque autorité sanitaire doit décider par elle-même. L'OPS a une équipe de préqualification, cependant, qui évalue les vaccins et publie une autorisation d'utilisation d'urgence, EUL en anglais. C'est une autorisation qui peut être utilisée en cas d'urgence, comme le cas d'une pandémie. Donc, pour l'instant, il y a 8 vaccins qui ont reçu cette autorisation d'utilisation d'urgence. De nouveaux vaccins sont en cours d'évaluation, ne sont pas si cela prend une semaine, 2 semaines ou 1 mois, parce qu'il s'agit d'un processus que l'OMS demande des informations de la part du fabricant, lequel doit fournir toutes les informations pour cette évaluation. Bien sûr, nous acceptons d'examiner tous les vaccins qui voudraient obtenir cette autorisation d'utilisation d'urgence de l'OMS parce que les vaccins que l'OPS peut acheter par le mécanisme COVAX, ils doivent avoir cette autorisation d'urgence de l'OMS. Donc, et on veut avoir plus de vaccins à proposer à nos États membres à travers ce mécanisme COVAX. Merci. Merci beaucoup, Dr Barbosa. Nous arrivons à la fin de cette
Nous arrivons tous à la fin de séance. notre séance. Peut-être Nous une avons une dernière dernière question question de de Vera Vera Lockmer Lockmar de la qui nous revue parle de Social Sector. l'Argentine. Une question générale, si nous pouvons de parler de quel apprentissage nous a laissé le Covid autour de la santé. C'est une question pour Dr. Etienne. Je vais traduire la question. Quelles leçons avons-nous apprises de cette pandémie, Dr. Etienne? C'est une dernière question. Merci pour cette question. C'est un peu trop tôt dans cette pandémie pour répondre et nous ne sommes sûrs de rien. Nous avons été surpris plusieurs fois par ce virus du SARS-CoV-2, par sa dissémination rapide et par ses effets dévastateurs sur la santé publique. Mais nous avons quand même appris, tirer certains enseignements et nous essayons d'être prêts pour une nouvelle pandémie et nous appuyer sur ces enseignements. Nous avons appris que la science est cruciale dans cette bataille. Nous avons vu que les vaccins fonctionnent et que les mesures préventives et sociales marchent pour lutter contre la COVID-19. Il est clair que le monde n'était pas préparé à une pandémie de cette sévérité et que des mesures critiques doivent être mises en place au niveau international, national et au niveau de base pour nous préparer à la prochaine pandémie. Et les débats qui ont eu lieu justement cette semaine concernaient ce niveau d'état de préparation des pays. La pandémie a également montré de façon inéquivoque que la santé est cruciale pour la croissance économique et le développement. Nous nous avons rendu compte également que la région des Amériques dépend beaucoup d'autres pays pour la production de médicaments, de vaccins et d'autres produits sanitaires, y compris les équipements de protection individuelle. Par conséquent, il faut augmenter les efforts pour étendre la capacité de production au niveau de la région de manière coordonnée. Nous ne produisons que 3% de tous les produits technologiques dont nous avons besoin. Donc, l'égalité et la solidarité doivent être augmentées. Il faut garantir que ces soins primaires soient assurés. Il est sûr qu'une des surprises que nous avons apprises, surtout dans la région américaine, c'est que des gens se sont montrés résistants à la vaccination parce qu'ils étaient mal informés ou par des informations fausses qu'ils ont lues sur Internet. Et cette résistance, cette hésitance nous a fait perdre du temps dans la protection des populations contre cette maladie. Il nous faut mieux communiquer avec les gens sur l'importance d'éviter des maladies sévères en se faisant vacciner avec des vaccins sûrs, mais en passant par l'application des mesures barrières et par des mesures sociales. Autre chose que nous avons appris, c'est que l'OPS, qui rassemble tous les fonctionnaires de santé de tous les pays américains, a été crucial dans la réponse à cette pandémie. Nous avons fait circuler l'information, mais de façon plus importante, nous avons réussi à unifier nos pays dans l'achat de vaccins et d'équipements qui se sont révélés des outils fondamentaux pour la protection des gens. Donc, rassembler nos pays et coordonner notre action. Dans notre pression pour donner la priorité aux travailleurs de la santé pour la vaccination, je crois que ça a été un autre enseignement précieux parce que cela a protégé nos médecins, nos infirmières et tout le personnel de santé. Donc, pour qu'ils soient en capacité de continuer à s'occuper du reste de la population, de nos populations. Nous avons également appris que la vitesse est fondamentale. Il nous faut répondre rapidement et nous adapter aux changements dans les normes, les standards de cette pandémie. Parce que c'est une pandémie qui est nouvelle et il nous a fallu apprendre rapidement. Il faut nous adapter quand c'est nécessaire. Je pense que sans l'OPS, cette situation a été encore plus difficile. Une leçon importante, c'est que la santé est mondiale et que la coopération internationale est essentielle. Il faut continuer à collaborer parce que nous ne serons pas sauvés de la COVID-19 avant que chacun d'entre nous soit protégé. L'équité et la solidarité sont vraiment essentielles pour que nous gagnions la bataille contre cette pandémie. Donc, merci une fois de plus de nous avoir rejoints pour la conférence de presse d'aujourd'hui. Je crois que le débat a été riche et nous allons continuer à vous fournir des informations sur Omicron
dès que nous l'obtiendrons. Une fois de plus, merci beaucoup. Merci beaucoup, Dr. Tien, pour ces mots de conclusion. Nous arrivons à la fin de notre séance d'aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir participé, d'avoir posé vos questions. Vous pouvez trouver cette séance, l'enregistrement de la session sur notre site web et des informations au sujet du COVID-19 sur la page d'OPS qui est www.paho.com. Vous pouvez nous envoyer vos questions par courrier électronique mediateam@paho.org. Merci beaucoup d'avoir été avec nous et jusqu'à la semaine prochaine. Merci.